Il y a des choses qui ressemblent à des scènes de feuilleton. Mais je le jure sur mes cheveux blancs, ceci est bien arrivé. Ou presque. Parce que parfois, la vie exagère exprès, juste pour voir si l'on croit encore au miracle. C'était la fin d'un après-midi, de ceux où le ciel se colore comme un adieu. Et elle était là, Isadora Montebello. Un nom de reine, une odeur de richesse. Cheveux lissés sans vent, ongles faits même en pleurant. Millionnaire, paraplégique, froide comme une porcelaine de vitrine. Elle vivait seule dans un manoir qui ressemblait plus à un hôtel de luxe avec une âme de cimetière. Depuis l'accident qui l'avait laissée en fauteuil roulant, elle ne parlait à personne. Et si elle parlait, ce n'était jamais avec le cœur, seulement avec des contrats. Avec ce ton tranchant de ceux qui ont pris l'habitude de commander et jamais d'être touchés. Mais ce jour-là, une fleur est apparue. Pas dans un vase, dans la main sale d'un enfant. Un enfant pauvre, pieds nus, vêtu d'un t-shirt qui avait déjà appartenu à quelqu'un, qui avait déjà été oublié. Il est passé par le portail entrouvert, l'air incertain. Paradis ou piège? Il tenait une fleur, froissée, moite, tordue, mais vivante, rouge comme l'espoir qui saigne. « Madame, c'est pour vous. » Isadora le regarda, comme on regarde une vitre flée. Un reflet qu'elle ne voulait pas voir. Mais quelque chose dans ce regard l'arrêta. Ou était-ce la voix? Ou la façon dont il tenait cette fleur, comme s'il tenait son propre cœur? « Pourquoi me donnes-tu ça ?» demanda-t-elle avec une voix qui n'avait plus interrogé personne depuis longtemps. « Parce que tu as l'air triste. Et ma grand-mère disait que les fleurs chassent la tristesse, même quand les jambes ne veulent plus marcher. » Silence. Un silence qui criait. Parce que c'était la première fois depuis des années que Isadora entendait quelqu'un lui parler sans rien demander, sans flatter, sans contrat. Juste une fleur. Et la vérité. Et c'est là, devant ce portail, qu'un mur invisible a commencé à se fissurer. Une feuille dans l'orgueil, un doute dans le passé, un frisson dans la colonne qu'elle ne sentait même plus, parce que ce garçon avait quelque chose dans les yeux, quelque chose qui rappelait quelqu'un qu'elle croyait perdu à jamais. Et c'est là que commence le secret, parce qu'aucune fleur ne pousse sans raison, surtout dans le béton. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle, la main tremblante avec la fleur. « Gabriel. »« Gabriel, le prénom de mon frère. » Mais elle n'avait pas de frère. Ou, du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Oui, la vie aime semer le doute là où plus rien ne pousse. Et ce qu'elle allait découvrir ensuite allait déterrer bien plus qu'un secret. Ça allait déterrer qui elle était vraiment. Depuis ce jour-là, Isadora ne parvenait plus à dormir. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était de l'agitation intérieure. Le visage de l'enfant, sa façon de dire « Gabriel », la fleur tordue, tout cela s'était accroché à elle comme un vieux parfum, difficile à effacer même après le banc. Elle tenta de suivre le protocole, fit reforcer la surveillance à l'entrée par le garde, demanda à la gouvernante d'ignorer toute présence d'enfants dans la rue, et fit ce qu'elle savait toujours faire, prétendre que ce n'était rien. Mais ce rien était déjà devenu une graine prête à germer en elle. 2 jours plus tard, il revint. Même heure, même t-shirt usé, et même fleur en main. « Madame, vous n'avez pas mis la fleur dans un verre d'eau, elle est en train de fanir par terre. » Isadora fit semblant de ne pas entendre, mais la fleur était toujours là, tombée, près de la rampe de son fauteuil roulant. Et Gabriel avait raison, elle fanait comme un secret de mal gardé. « Tu habites où, petit ?»« Là-bas, derrière le vieux hangar, avec ma grand-mère. »« Et ton père ?»« Jamais vu. On dit qu'il a disparu. Ma mère, je ne l'ai pas connue non plus. Mais ma grand-mère dit que mon histoire n'a pas commencé ici.
Elle a commencé avec une femme riche mais triste. Silence. Cette phrase frappa comme une gifle à un visage encore endormi. Isadora avala difficilement sa salive. Une femme riche mais triste. Elle-même. Mais c'était impossible. Ça ne pouvait pas. Et pourtant, au cœur de cette nuit-là, Isadora se leva. Oui, elle se leva. Pas sur ses jambes, mais dans son âme. Elle alla jusqu'à un tiroir oublié dans son dressing. Celui qu'elle avait juré ne plus jamais ouvrir. Là, entre des vieilles lettres et une paire de petits chaussons de bébé, il y avait une photo. Abîmée, en noir et blanc, mais assez nette. C'était elle, plus jeune, avec un nouveau-né dans les bras. Et en arrière-plan, une femme au regard perçant, la même qui avait été renvoyée et qui avait juré de ne jamais revenir. C'était l'ancienne cuisinière, celle qui avait disparu sans dire adieu. Celle qui disait « Ce bébé t'apprendra un jour à marcher même si tes jambes ne veulent plus marcher. » Isadora trembla. L'image, le bébé, la disparition, tout faisait sens, ou aucun sens du tout. Parce que ce bébé, elle croyait qu'il était mort. Mais si ce n'était pas le cas? Et si cette douleur qu'elle avait enterrée avec ton effort avait survécu et livrait maintenant des fleurs à sa porte? Oui, le passé a cette habitude étrange de marcher pieds nus. Il arrive sans bruit, et quand on s'en rend compte, il est déjà entré. Le lendemain, elle n'attendit pas que le garçon apparaisse. Elle demanda au chauffeur de faire le tour du quartier, lentement, fenêtre baissée. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle savait ce qu'elle ressentait. Une pleure mêlée de nostalgie et de honte. Et il était là, Gabriel, assis sur la trottoir avec un petit pot en plastique rempli de fleurs sauvages. « Petit, monte, je veux te parler. » Et il entra dans la voiture avec la tranquillité de celui qui n'a rien à cacher, et l'audace de celui qui a peut-être beaucoup à révéler. Dans le salon de manoir, Isadora tenta de garder en ton sec. « Ta grand-mère, comment elle s'appelle ?»« Maria d'Asdelor Monteiro. Mais elle déteste qu'on dise tout son nom, juste Donadoles. »« Monteiro. Son propre nom de famille. » Isadora se glaça intérieurement, mais garda un visage impassible. « Et ta mère, tu Raymond de quelque chose ? Juste une odeur. Et une chanson, celle qui fait « Dors mon bébé » ou le croque-mitaine Viana. » Il chantonna doucement, le regard lointain, comme s'il se rappelait depuis le ventre. C'est là que la respiration d'Isadora se coupa. Cette bercine, cette mélodie, c'était elle qui la chantait, la nuit où il avait tenu son bébé pour la dernière fois. Mais personne ne savait ça. Personne, sauf lui. Elle se leva avec difficulté de sa chaise, s'appuyant sur ses bras comme si le monde pesait plus de raison. « Tu es né ici, dans cette maison ?» Gabriel fronça les yeux. « Je crois. Ma mère dit qu'ici c'était notre maison, avant que tout tourne mal, avant qu'on te reproche quelque chose qui n'était pas de ta faute. » Ces mots furent comme du plomb fondu dans la colonne. « Te reprocher ?» Elle dit que l'on t'avait accusé, que tu avais abandonné un bébé, mais que c'était faux, que tu avais seulement obéi, qu'on te l'avait arraché. Isadora retomba sur sa chaise, pas seulement dans son fauteuil, mais dans elle-même. Parce que cette histoire, elle la connaissait, mais avec une autre fin, une fin inventée, une fin enterrée avec les pleurs d'un nouveau-né. Non, maintenant il n'y avait plus le moyen de fuir. Le garçon savait trop, parlait trop, ressentait trop. Et au fond d'elle, une phrase commença à se former. Et si c'était lui? Mais la certitude viendrait dans le cheveu. Littéralement. Isadora passa la nuit éveillée. Assise sur la véranda, la fleur sèche entre les mains, elle fixait le ciel comme si elle cherchait une réponse dans les constellations. Mais ce qu'elle voulait, ce n'était pas de la poésie. C'était une preuve. Parce que le cœur, le pauvre, croyait déjà. Mais le cerveau exigeait confirmation. Le matin suivant, elle fit l'impensable. Elle envoya un message discret à Donadores, lui demandant de venir au manoir. Seule.
Elle arriva à petits pas, avec une expression mêlant peur et soulagement. « Alors, vous avez découvert ?» Isadora ne répondit pas. Elle désigna simplement le fauteuil. Donna Dorès s'assit, réajusta son foulard et plongea ses yeux dans ceux de son ancienne patronne. « C'est votre fils. » Silence. Un silence qui brise le verre. « Mais... » Comment ? La voix d'Isadora tremblait. Traînante, comme si elle traversait des décennies. « C'était votre mère, Madame Carmen. Quand le bébé est né, ils ont dit qu'il était mort, mais j'ai entendu les pleurs. Je l'ai vu. Et quand vous vous êtes évanoui après la césarienne, elle a ordonné qu'on fasse disparaître l'enfant. Elle disait que vous ne pouviez pas élever un enfant sans père, et encore moins celui d'un chauffeur. » « D'un chauffeur ? » ?»« Oui, Samuel, ce jeune homme. Vous étiez tombée amoureuse, souvenez-vous. C'était un scandale silencieux. Elle disait vouloir protéger votre nom, votre héritage. Mais le prix a été bien trop élevé. » Isadora porta ses mains à sa bouche. Les larmes coulèrent pour la première fois depuis des années, mais sans bruit, comme si elle pleurait en elle depuis toujours. « Et vous, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Donna Dorès baissa les yeux. La peur. Elle m'a menacé, m'a donné de l'argent pour disparaître, mais je n'ai pas pu abandonner ce petit. Je l'ai pris avec moi. Je l'ai élevé comme j'ai pu, avec des fleurs dans le jardin, et la foi sur les lèvres. Et maintenant ? Maintenant, tout dépend de vous. Isadora resta sans foi. Plus que la vérité, c'est l'omission qui faisait mal. Et là, dans ce salon rempli de meubles luxueux et de passé moisis, elle prit une décision. Elle fit discrètement prélever un cheveu de Gabriel et un des siens. Elle les envoya à un laboratoire privé. Confidentiel, rapide. Et dans l'enveloppe scellée arrivée 2 jours plus tard, se trouvait la réponse qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle avait besoin de lire en lettres froides pour que sa fierté accepte. Compatibilité, 99,9%. Filiation, positive. Gabriel était son fils, le fils qu'on lui avait dit mort, le fils qu'on lui avait arraché sans adieu, le fils qui maintenant cueillait des fleurs des champs pour tenter de guérir la tristasse qu'il avait lui-même héritée. Mais que ferait-elle de cette vérité? La dirait-elle? L'assumerait-elle? Ou laisserait-elle le temps l'enterrer? Encore une fois. Oui. La prochaine décision n'était pas génétique, elle était morale. Et le monde ne pardonne pas toujours une mère riche qui a perdu un enfant et a continué à sourire dans les pages des magazines. Isadora avait toujours été un symbole de pouvoir, couverture de magazines, chronique mondaine. Une femme qui avait perdu l'usage de ses jambes, mais jamais sa prestance. Mais maintenant elle tremblait. Ce n'était pas le froid, c'était la conscience qui se réveillait. Elle décida de parler. Elle appela Gabriel dans le jardin du fond, là où personne n'allait jamais. Il arriva avec une nouvelle fleur, blanche, comme s'il pressentait que ce jour serait différent. « Gabriel, je dois te dire quelque chose. » Il a ouvert grand les yeux. « T'es fâché? J'ai fait quelque chose de mal ?» Elle secoua la tête, tentant de contenir son émotion. « Non, mon amour. » Et quand elle dit « mon amour », sa voix se brisa. Gabriel fronça les sourcils. « Hein? Te dis, je suis mon amour ?» Elle a hoché la tête, les larmes coulant lentement, sans hâte, comme si chaque doute l'avait une année d'absence. Gabriel recula d'un pas. « Mais mamie a dit que... On m'a menti aussi. On m'a fait croire que tu étais mort. On t'a volé à moi. » Il regarda le sol, puis la fleur dans sa main, et enfin elle. « Alors, ça veut dire que je suis le fils d'une millionnaire ?» Elle riit, un rire triste. « Non, tu es le fils d'une femme qu'on a trompée, et d'un amour qu'on n'a jamais laissé exister. » Silence. Gabriel s'approcha lentement, comme s'il marchait sur du verre. Il posa sa tête sur ses genoux, et pour la première fois, Isadora ressentit le poids de la maternité, pas comme un gultible, mais comme un retrouvaille. C'était beau, mais cela ne dura pas, parce que la semaine suivante, la nouvelle fuita.
Scandène, dans la famille Montebello, une millionnaire reconnaît un fils caché, fruit d'une liaison avec un chauffeur, après 12 ans de silence. La presse fondit comme des vautours sur une proie fraîche. Le conseil d'administration, les associés, les cousins, tous voulaient savoir « C'est vrai? Cet agentage? Tu vas partager l'héritage avec un enfant des rues ?» Un avocat de la famille osa même suggérer « Isadora, si vous le souhaitez, on peut annuler tout ça, dire que c'est un coup monté, que le test ADN a été trafiqué. » Elle le regarda avec ce mépris que seuls ceux qui ont frôlé la mort intérieure peuvent ressentir. « Vous pensez que c'est une question d'argent? C'est une question de réputation. » Elle se leva de son fauteuil, fière, digne, presque debout. « Ma réputation ne vaut pas plus que le câlin que j'ai reçu cette semaine. » Et elle embroie l'avocat de la pièce. Mais la bataille ne faisait que commencer, parce que le nom Montebello n'était pas un nom, c'était un empire. Et les empires détestent les fissures, surtout quand elles viennent de l'amour. La nouvelle se répandit comme un feu sur de la paille sèche, dans les cercles de l'élite, au club de tennis, dans les salons de D2 de tous les dames Montebello. Tout à coup, tout le monde avait une opinion. Un enfant avec un chauffeur? On dirait une mauvaise série. C'est sûrement une arnaque. Ce gamin est apparu juste pour profiter. Elle a perdu la tête, pauvre femme. Depuis son accident, elle n'a jamais été la même. Isadora entendit chaque mot comme une gifle, mais elle ne répondit pas. Elle encaissa. Et ça faisait mal, comme si chaque mot portait une épine. Même à l'intérieur de la maison, le poison coulait. La gouvernante, fidèle depuis 20 ans, donna admission. « Avec tout le respect, Madame Isadora, je ne peux pas cautionner cette mascarade. » Elle ravalait ses larmes et répondait simplement « La porte est là. Fermez-la en sortant. » Mais ce qui fit le plus mal, ce fut Gabriel. Il changea, devint plus silencieux, plus effacé. Ce n'était pas de la honte, c'était le Tower. « Tata, enfin, maman, les gens me regardent bizarrement maintenant. Ils me suivent dans la rue. Ils insultent mamie. » « Ils ne savent rien, mon amour. »« Bien sûr que si. Ils savent que je ne fais pas partie de ce monde. » Je pris sa-t-elle contre ses mains. « Tu fais partie de mon monde. » Et dans le fond, elle savait que son monde n'avait jamais été conçu pour accueillir quelqu'un qui sentait la vérité. Gabriel commença à éviter le manoir. Il restait avec Donna Dorès dans la petite chambre du fond, jouait avec les chiens errants, dessinait, chantait, doucement, mais il ne souriait plus comme avant. Et puis, une nuit, Isadora entra dans sa chambre. Vide. Sur le lit, un mot écrit d'une main tremblante mais décidée. « Maman, je t'aime, mais je crois que je suis l'erreur que tu as voulu réparer. Je ne veux plus être un fardeau, ni une honte. Je pars vivre là où personne ne me connaît. Gabriel. » Elle s'effondra. Pas à cause du fauteuil, mais de l'âme. Et là, dans le silence de la nuit, elle cria, non pas le nom de l'enfant, mais son nom. C'était la première fois qu'elle se nommait entièrement, sans titre, sans richesse, sans mensonge. Juste elle, une femme qui avait perdu son enfant 2 fois. Et cette fois, par le choix de l'enfant. Les jours passèrent sans nouvelles, sans voix, sans couleur dans la maison. Isadora cessa de manger, cessa de travailler, cessa même de se regarder dans le miroir. Elle ne demandait qu'une chose chaque nuit, avant de s'endormir. Protège-le, c'est tout, même s'il est loin de moi. Pendant ce temps, Donna Dorès parcourait la ville à la recherche de son petit-fils. Marché, église, place, pont. Elle portait une photo froissée, un peu de café dans un thermos, et de l'espoir. « Il a trop bon cœur pour se perdre vraiment », répétait-elle. Mais le temps passait, et toujours rien. Jusqu'au jour où le téléphone du manoir sonna. C'était une infirmière d'un hôpital public dans la zone nord. « Bonjour, êtes-vous Madame Isadora Montebello ?»« Oui, c'est moi. »« Un garçon est ici, il appelle sa mère. Il dit s'appeler Gabriel, et que vous le reconnaîtrez grâce à la fleur.
Isadora faillit laisser tomber le téléphone. Elle inspira profondément et dit au chauffeur « Démarre la voiture, tout de suite ». En arrivant, l'hôpital semblait appartenir à un autre monde. Murs écaillés, des gens par terre, une odeur d'alcool passé mêlée à une espérance brute. Elle traversa les couloirs comme si elle envahissait son propre passé. Et là, sur un brancard improvisé, il était là, Gabriel, le bras brandé et une fleur en papier sur le ventre. « Tu m'as retrouvé » murmura-t-il avec un faible sourire. Isadora s'agenouilla devant le lit même avec son fauteuil roulant bloqué derrière elle. « Je ne te perds plus jamais, plus jamais. » Il expliqua difficilement. « Ils ont essayé de me voler mon sac, je suis couru, je me suis fait mal, mais j'ai demandé qu'on appelle... toi. » Elle pleurait. « Pourquoi t'es-tu enfui, mon fils? Parce que je croyais que tu serais plus heureuse sans moi. » Elle le coupa. « Le bonheur a commencé le jour où tu m'as appelé maman. » Silence. Et là, devant ce brancard, elle fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'accident. Elle essaya de se lever. Elle poussa sur ses bras. Ses jambes répondirent par un léger spasme. Mais c'était suffisant. Le médecin à côté écarquilla les yeux. « Vous avez senti ça ?» Elle acquiesça. « Mon fils est en vie. Bien sûr que j'ai senti. » Parce que, parfois, le miracle ne vient pas dans les jambes. Il vient pour l'âme. Avec Gabriel en convalescence, Isadora prit une décision que personne n'attendait. Elle engagea une action en justice. Pas pour vengeance, mais pour dignité. Elle demanda la réouverture du dossier de son accouchement, faisait convoquer d'anciens employés de la famille, demandait des images, des fichiers, des enregistrements, des examens. Et le plus difficile, elle fit citer sa propre mère, Donna Carmen Montebello, à comparaître. La matriarche, la femme qui avait toujours incarné le pouvoir, mais qui tremblait maintenant à l'évocation du nom Gabriel. L'audience fut fixée. Discrète, mais tendue. Au tribunal, Isadora apparut pour la première fois en public avec son fils, main dans la main. Elle, en robe simple. Lui, avec une chemise blanche et une fleur en papier dans la poche. Quand Donna Carmen entra dans la salle, le silence fut tranchant. Le juge demanda de la concision, mais ce qui suivit fut plus puissant que n'importe quel article de loi. « Confirmez-vous que le 3 août 2013, vous avez autorisé la remise illégale d'un nouveau-né à l'employé Maria Dasdores ?» demanda l'avocat d'Isadora. Donna Carmen tenta de garder sa constance. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour ma fille. Elle n'avait pas la stabilité émotionnelle pour élever un enfant hors mariage, et encore moins avec un employé. Cela aurait été la fin de notre réputation. » Isadora se leva. « La fin de notre réputation a marqué le début de mon deuil. » Le juge demanda de se calmer, mais personne ne bougea. Gabriel, silencieux, regardait droit devant lui, sans haine, mais avec cette sérénité que seuls ceux qui ont dormi sur le sol et se sont réveillés dans un cœur connaissent. Dasdores fut également appelée, et elle confirma tout. « J'ai élevé ce garçon avec amour, mais je ne lui ai jamais menti. J'ai toujours dit que la vérité finirait par frapper. » À la fin, le juge n'eut pas d'autre choix. Il reconnut officiellement Gabriel comme le fils légitime d'Isadora. Il ordonna une enquête sur les actes de Donna Carmen, y compris pour dissimulation d'identité et falsification de documents. Un souffle traversa la salle. Mais ce prix plus marquant fut ce que Isadora fit en sortant du tribunal. Devant les caméras, elle déclara « Le monde m'a appris à cacher, mais mon fils m'a appris à montrer. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, ni honte. J'ai un nom, et désormais, j'ai des racines. » Gabriel sourit et serra la fleur en papier dans sa poche. Mais la justice officielle n'est qu'une partie de l'histoire. Car le cœur d'une mère avait encore besoin de pardon. Après l'audience, Isadora refusa de retourner au manoir. Cet endroit était une maison, pas un foyer. Elle préféra louer une petite maison modeste, avec véranda, jardin et fenêtres sur la rue. Loin du quartier des millionnaires, loin des pages mondaines, mais proche de quelque chose qu'elle n'avait jamais réellement senti. La paix. Gabriel dormait désormais dans une chambre décorée de posters qu'il avait choisis lui-même. Sur sa table de nuit,
une fleur en papier chaque semaine, et un cadre avec une phrase qu'il avait griffinée dans un cahier. « Ici, vit un recommencement. » Isadora troqua les joyaux contre de la menthe à la fenêtre et le fauteuil roulant contre une séance de kinésithérapie quotidienne. Les médecins disaient qu'il n'avait aucune certitude quant à la capacité de remarcher, mais son corps n'était déjà plus le même. Elle commençait à ressentir des picotements, puis de légers spasmes, jusqu'à ce qu'un jour, dans la salle de kinésithérapie, en essayant de se lever avec l'aide de Gabriel, elle sente ses pieds, solides. « Maman, tu tiens debout !» cria-t-il presque sans y croire. Elle tremblait. « Pas de peur, de gratitude. C'est toi, mon fils. C'est toi qui m'as fait me lever. » Parce que ce qui n'est pas né dans la moelle a fleuri dans la volonté. Et sa volonté à elle, c'était de vivre avec lui. Mais il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Dana Norès, celle qui avait tout porté quand tout le monde avait lâché. Isadora se rendit seule dans l'ancien quartier. Elle frappa à la porte de la petite maison bleue et attendit. Quand la vieille dame ouvrit, ses yeux se remplirent de larmes. Isadora, non, tu peux m'appeler juste Isa, si tu veux encore. Donna Dorès esquissa un sourire immense. Tu veux un café? Oui, et si t'as un câlin, je prends aussi. Les deux se serrèrent dans la cuisine, comme on sait l'impact sans mots. Parce que le pardon, parfois, c'est juste ça. Un café chaud et le courage de revenir. À partir de ce jour, elles formirent ce qu'elles appelaient le trio. Mère, fils et grand-mère de cœur. Ensemble, ils lancèrent le projet Racines de soins, un centre communautaire pour les enfants sans papier, sans foyer, sans histoire reconnue. Si je n'ai pas pu m'occuper du mien, alors qu'elle j'aide d'autres mères à ne pas perdre les leurs, déclara Isadora lors de l'inauguration. Et là, dans cette petite salle peinte avec des dons, avec des fleurs à la fenêtre et l'odeur du pain frais, naquit une nouvelle Montebello. Pas de sang bleu, mais de cœur rouge. Les mois passèrent. La petite maison s'emplissait de vie. Gabriel grandissait, et avec lui, grandissait aussi la lumière dans les yeux d'Isadora. Elle n'était plus la femme en fauteuil roulant, ni l'héritière glaciale des Montebello. Elle était juste une mère, et cela suffisait. Les jours de soleil, elle arrosait les plantes aux côtés de son fils. Les jours de pluie, elle écoutait ses musiques préférées pendant qu'il dessinait sur le sol du salon. « Maman, tu crois que les fleurs sentent la douleur quand on marche dessus ?»« Oui, mon fils. Mais il y a des fleurs qui arrivent à pousser même dans la trace de la chaussure qui les a écrasées. Car la vie avait laissé des cicatrices. Mais désormais, c'était une floraison. » Pour l'anniversaire de Gabriel, Isadora prépara un gâteau simple, fourré au dulce de leche, nappé d'une chantilly un peu bancale. Il pleura. « C'est le meilleur gâteau de ma vie. » Au moment de souffler la bougie, il fit un vœu. « Je veux que tout le monde sache que j'existe. » Isadora sourit et dit « Alors, racontons ton histoire. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils enregistrèrent des vidéos, écrivirent des lettres, portèrent le projet Racines du soin dans les écoles, les foyers, aux mères qui avaient perdu leur voix et aux enfants qui rêvaient encore d'être vus. Et le plus beau, c'est que dans l'une des premières classes du projet, une petite fille de 6 ans, prénommée Lia, offrit un dessin à Gabriel. C'était lui, et à ses côtés, une femme en robe bleue, avec en légende 3 simples mots. « Mon futur frère ». Isadora les serra tous les deux dans ses bras et sut à cet instant qu'elle avait planté la bonne fleur au bon endroit. Et le vieux manoir Montebello? Il est toujours là. Mais vite. Volets fermés, portes bloquées et trop de silence. Pendant ce temps, la nouvelle maison d'Isa a quelque chose de différent à son entrée. Un panneau, sculpté à la main, avec cette phrase « Ici vit la vérité ». Et moi je te demande, combien de mensonges acceptons-nous pour sauver les apparences et combien de vérités devons-nous retrouver pour enfin vivre?
Oui, on dit que la vie est courte. Mais quand on trouve quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et voit même vos fissures, ah, la vie devient longue, devient belle. Elle prend le goût des fleurs.